avec la société, la politique. J'ai écrit pour de nombreux journaux, dans 20 ans à Libération, de 95 à 2016. J'ai encore un peu d'activité pour le site web du quotidien Le Monde, sur la forme d'un blog qui s'appelle Science au carré. Dans le cours de cette activité, j'ai écrit plusieurs milliers d'articles. J'ai rencontré la question du changement climatique tel qu'on se la pose aujourd'hui, c'est-à-dire le changement de climat provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, pour la première fois en 1987. Et donc depuis 1987, j'ai écrit plusieurs centaines d'articles sur le sujet et commis une demi-douzaine de livres. Le premier, Quel climat pour demain, est paru il y a maintenant un quart de siècle, en l'an 2000. Le dernier, c'est celui que vous avez vu sur cette première image, le GIEC Urgence Climat, qui est un livre original. Personne n'avait fait ça jusqu'à présent. J'ai pris les rapports complets des groupes 1, 2 et 3 du GIEC, parus en 2021 et 2022. J'en ai extrait j'ai fait un choix, j'en ai extrait les passages qui me semblaient indispensables et les plus pertinents pour les citoyens. Je les ai traduits, je les ai un peu simplifiés, mais pas trop, et je n'ai pas cherché à les transformer en écriture journalistique. Donc c'est pas glamour du tout, il n'y a pas de point d'exclamation, hein. Je vous garantis que dans ce livre, l'essentiel du livre, les 3 chapitres qui en constituent le cœur, pour autant des groupes de travail du GIEC, c'est ce que dit le GIEC qui est dans ce livre et qui, évidemment, comme ça existe pas seulement en anglais, mais sous une forme très peu accessible au grand public, hein, c'est de la revue de littérature scientifique, ça vous permet d'avoir un accès direct à ce que produit le GIEC. Il existe maintenant en poche, et donc il vaut moins de 10 € dans toutes les bonnes librairies. Et il sera en vente à la fin de la conférence. Voilà, donc je parle d'une expérience professionnelle de la transmission au grand public, enfin en tout cas les lecteurs des journaux pour lesquels j'ai travaillé, des lecteurs des livres que j'ai publiés sur le sujet, de ce que les scientifiques ont dit depuis le milieu des années 80 sur cette question du changement climatique, de ses causes, de ses effets et de ce qu'il faudrait faire pour en écarter la menace pour les générations actuelles et futures. Alors, pourquoi 32 ans pour rien? Bon, un an près, parce que en 1992, tous les gouvernements de la planète ont signé un traité international qui s'appelle la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et cette convention cadre, vous avez le paragraphe le plus important du traité, à quoi il sert, hein, dans son article 2, et qui vous dit que l'objectif de ce traité international, c'est de stabiliser les concentrations en gaz à effet de serre de l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Autrement dit, il y a plus de 30 ans, tous les pays de la planète, tous les États, tous les gouvernements de la planète se sont mis d'accord sur, on a compris que, les scientifiques nous le disent, nous sommes en train de changer le climat parce que nous émettons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on a compris que c'est dangereux, et on est d'accord pour faire quelque chose pour écarter cette menace. Donc, identifier la cause du problème, les conséquences du problème et la solution du problème. Limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait se dire, magnifique. Le problème, c'est que cette courbe, qui est chaque fois que vous voyez un graphique qui ressemble à ça dans ma présentation, c'est tiré du livre Le GIEC Urgence Climat. Il y a 40 graphiques dedans qui sont presque tous tirés des rapports du GIEC, mais
on va dire simplifié et redessiné pour que ça soit plus compréhensible. Là, ce que vous avez, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Je l'expliquerai un peu plus ce que ça veut dire après, qui sont mesurées en équivalent CO2 ou gaz carbonique, c'est la même chose, depuis 1990, c'est-à-dire 2 ans avant la signature de la Convention climat. Et pourquoi 1990 ? Parce que c'est la date du premier rapport du GIEC dont je vais vous parler. Et ce que vous montre cette courbe, c'est que on pourrait croire que la Convention climat n'a servi à rien, puisqu'on ne voit aucune inflexion à la baisse de ces émissions, sauf lors de crises économiques mondiales qui ont fait une toute petite inflexion. Le taux de croissance annuel de ces émissions est à peu près de 1% par an sur la durée, sur plus de 30 ans. Le CO2 d'origine fossile, c'est-à-dire la molécule de gaz carbonique qui se forme lorsque on brûle du gaz, du charbon ou du pétrole, c'est de plus en plus dominant dans les émissions mondiales. Et donc, en première analyse, on pourrait dire que c'est un échec cuisant, définitif, de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, ce changement climatique, par quoi il se manifeste ? Mais il se manifeste d'abord par une augmentation de la température de la planète. On parle le terme le plus précis pour décrire ce qu'est ce changement, c'est réchauffement climatique. Tous les autres termes, changement, dérèglement, etc., sont moins bons dans la précision de la description de ce qui se passe. C'est un réchauffement. Et là, je vais vous demander de vous livrer un petit exercice. Cette affaire de température moyenne de la Terre, c'est ce qu'on appelle un observable en physique. C'est-à-dire c'est un indicateur qui a une définition précise qu'on apprend dans les manuels à l'université, en sciences de la Terre. Et donc on pourrait se dire, ouais, c'est un machin spécialisé pour des scientifiques qui font une science bien précise. Et c'est pas que ça. C'est pas que ça parce que en 2009, lors d'une conférence qui réunissait tous les pays de la planète dans le cadre des négociations internationales suite à la signature de la Convention climat en 1992, il a été décidé de quantifier le fameux danger que l'on veut éviter. Vous vous rappelez, c'est marqué dans le texte de la Convention climat, on veut éviter un danger. Mais ce danger, dans la Convention climat de 1992, il n'est pas quantifié. On ne sait pas combien. On ne sait pas à quelle température on veut éviter. On ne sait pas, du coup, combien de gaz à effet de serre on ne doit pas émettre, etc. En 2009, lors d'une conférence des parties, les fameuses COP, il a été signé par tout le monde, tous les pays, que cet objectif, on le quantifiait à 2 degrés de réchauffement de la planète relativement à une température qu'on a qualifiée de pré-industrielle, mais qu'en réalité, on mesure sur, on va dire, les 40 années entre 1880 et 1920. Et donc, cet indicateur physique température moyenne de la planète, eh bien, il a été écrit dans des milliers et des milliers d'articles dans les journaux. Il a été dit des dizaines et des dizaines de fois par des journalistes à la radio et à la télévision. Et j'ai envie de vous demander, qui parmi vous sait ce qu'est cet indicateur et comment il se mesure? Est-ce que ceux qui le savent et qui savent l'expliquer à leurs voisins peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ok, personne. Alors rassurez-vous, la semaine dernière, j'ai fait une conférence devant les étudiants de l'école Agro-Veto de Nantes, une école publique qui recrute donc des jeunes qui ont fait un bac scientifique, qui ont fait 2 années de classe préparatoire scientifique, qui sont en première, deuxième ou troisième année d'une école d'ingénieurs quand même. Je leur ai posé la question, j'ai eu le même résultat. Personne n'a levé la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet indicateur physique, mais qui est devenu un objectif international qu'on met dans les traités internationaux, eh bien, on peut dire que c'est toujours pas dans le programme à l'école, et malgré les efforts de certains journalistes, c'est pas encore quelque chose que les gens manipulent.
Or, c'est par rapport à cet objectif-là qu'on va mesurer si on atteint ou pas les objectifs de la Convention climat et si on fait une bonne politique climatique. Donc c'est quand même important que tout le monde, tous les citoyens le sachent, surtout que c'est pas très compliqué. Alors voilà, la température moyenne planétaire, ça se mesure comme ça. Ça se mesure par un thermomètre qui est dans une station météorologique standard, c'est-à-dire à entre 1 et 2 mètres au-dessus du sol, et dans une configuration où il n'y a pas le soleil qui tape directement sur le thermomètre et où il y a une bonne circulation d'air, pour avoir une température bien représentative, en gros, de la couche d'air qui est entre 1 et 2 mètres au-dessus du sol. Mais, comme vous le savez, notre planète est pour l'essentiel une planète bleue, c'est-à-dire que 70% de la surface de la planète, c'est pas du sol, c'est de l'eau, c'est des océans, et donc, pour cette partie majoritaire de la planète, ce qui est mesuré, c'est pas la température de l'air, c'est la température de l'eau dans le premier mètre. Alors, en 1880, on mesurait ça comme ça, il y a un marin qui prenait un seau, il le balançait dans l'eau, il le mettait sur le pont, et puis il y a quelqu'un qui met un thermomètre dans l'eau, du seau, pour savoir la température. C'est comme ça qu'on a commencé. Bon, maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus automatisées, il y a des thermomètres sur des bouées fixes, dérivantes, sur les coques des bateaux, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est ça. Quand on vous parle de la température de la planète, on vous parle de la température de l'air entre 1 et 2 mètres au-dessus du sol et de la température de l'eau dans le premier mètre d'eau. Alors, pour avoir une moyenne planétaire, il faut avoir suffisamment de points de mesure, les plaquer sur une grille qu'on plaque sur une représentation de la Terre, pour avoir une bonne température pour chacune de ces des mailles de cette grille. Après, on fait une opération mathématique qui est niveau école primaire. On additionne toutes les températures, une par maille de la grille, puis on divise par le nombre de mailles et on a un chiffre. Si vous vous êtes pas gouré, vous allez trouver un chiffre qui est de l'ordre de 15 degrés. Parce que c'est l'ordre de grandeur de la température moyenne de notre planète. Donc la courbe que vous avez là, c'est ce 15 degrés, mais sauf que là, ce qu'on vous donne comme information, c'est l'évolution de ce 15, de cette température. C'est pour ça qu'à gauche, que vous avez, c'est moins 0,2 degrés, 0 degrés, plus 0,2, etc. Donc tout en haut, vous avez juste 1,6 degrés. La courbe en bleu, ça vous donne cette température, l'évolution de cette température sur 12 mois glissants. C'est-à-dire, c'est une courbe où en fait chacun des points de cette courbe, c'est un mois, c'est la moyenne mensuelle, mais on ne met pas la moyenne du mois, on met la moyenne des 11 mois précédents plus le dernier mois. C'est pour ne pas voir les différences mensuelles. Les points noirs, c'est la moyenne annuelle. La courbe en rouge, c'est sur 132 mois glissants, vous avez fait le calcul, ça veut dire que c'est sur 11 ans glissants. On lisse la température sur 11 ans. Pourquoi 11 ans? Parce que le cycle du Soleil, qui monte et descend un petit peu en température, enfin pour nous, c'est 11 ans, donc ça efface le cycle du Soleil. Et qu'est-ce que vous dit cette courbe? Elle vous dit qu'en 70 ans, la température moyenne planétaire a augmenté de un peu plus de 1,5 degré. Alors déjà, vous vous dites, oula, ça veut dire qu'on est déjà pas très loin des 2 degrés qui sont l'objectif qu'on a fixé en 2009. Mais la première réaction que normalement vous devriez avoir, c'est, 1,5 degré, c'est rien. Dans la journée, ici à Lille, la température va varier de beaucoup plus que cela. Donc, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment un problème? Alors, un étudiant qui a réussi son examen en fin de première année de sciences de la Terre à l'université, lui, il vous dit tout de suite, oui, c'est très grave. Parce qu'il a plein de connaissances sur le climat de la Terre qui lui font savoir que 1,5 degré de plus en 70 ans, c'est quelque chose d'énorme. De tellement énorme, de tellement rapide, que dans l'histoire du climat de la Terre, il n'y a aucun phénomène qui peut provoquer ça. Pour avoir une variation de température moyenne planétaire de 1,5 degré en 70 ans, il faut un cataclysme.
il faut une chute de comètes sur la Terre, quelque chose comme ça. Mais les variations climatiques naturelles, qui peuvent être bien plus importantes que ça, sur les 4 milliards d'années d'évolution du climat sur notre Terre, ces variations sont toujours beaucoup plus lentes. Par exemple, quand vous passez d'une période sur les 2 derniers millions d'années où on est en phase glaciaire et où ici il y a une steppe herbeuse avec des mammouths et des rhinocéros laineux, et un climat comme aujourd'hui, eh bien il y a 5 degrés d'écart en température moyenne planétaire. Vous voyez qu'on n'est pas beaucoup plus que ça. 5 degrés d'écart. Sauf que la chose importante à savoir, c'est que quand la planète Terre passe de ce climat glaciaire avec les mammouths à l'île à une température comparable, similaire à celle d'aujourd'hui, elle met 5000 ans, que ça soit dans le sens du chaud ou du froid. 5000 ans pour faire cet écart de 5 degrés. Et nous, on est déjà à plus que 1 degré en même pas 100 ans. Donc on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est dangereux pour les sociétés humaines. Donc maintenant, vous pouvez expliquer à vos voisins c'est quoi la température moyenne planétaire et comment ça se mesure, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Je vous ai dit, l'objectif qui a été fixé, c'est pas plus que 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, bon, disons par rapport à 1900. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Vous avez à l'écran un graphique qui vous montre la courbe des émissions de gaz à effet de serre que l'humanité devrait suivre pour atteindre cet objectif de ne pas dépasser 2 degrés de plus. Et ce que vous voyez, c'est qu'il faudrait une rupture historique absolument énorme dans ces émissions. Pour bien la comprendre, cette rupture, en fait, il faut que vous prolongiez cette courbe un peu vers votre gauche, dans le temps. Parce que vous voyez, elle démarre en 2000. Et en fait, si vous la prolongez dans le temps vers, par exemple, 1900, vous allez faire une descente comme ça, vers quelque chose qui aboutira à environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an émis par l'humanité. Sauf que, à l'époque, il y avait combien d'êtres humains sur Terre? Environ 1,5 milliard. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Or, on ne va pas redescendre à 1,5 milliard. On va rester 8 milliards, peut-être même 8 milliards et demi, 9 milliards, on verra bien. Mais en tout cas, dans le siècle qui vient, on va plutôt rester dans ces eaux-là en termes de nombre d'êtres humains. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que non seulement il faudrait qu'on décroisse, qu'on redescende au niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité de 1900, mais il faudrait le faire à 8 milliards d'êtres humains et non pas à 1,5 milliard. C'est-à-dire que la quantité disponible d'énergie fossile par être humain, en fait, devrait être beaucoup plus basse que ce qu'elle a été en 1900. Et ça ne permettrait que de stabiliser la température moyenne planétaire à un niveau environ 2 degrés de plus que avant la révolution industrielle. Ça, c'est un graphique un peu plus compliqué, donc je ne vais pas rester beaucoup de temps dessus, mais en gros, il vous dit la même chose. Il vous dit que il faut qu'on parvienne à émettre une quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique, dans les décennies qui viennent, plus petite que celle qui a été émise dans le passé par une humanité beaucoup moins nombreuse. Est-ce qu'on est en train de le faire? Non. Ce que vous dit ce graphique qui vient du GIEC, c'est que aujourd'hui, on est sur la trajectoire 2. La trajectoire 2 d'émissions de gaz à effet de serre, c'est celle qui est déduite des politiques actuellement conduites par les États, mais aussi les entreprises, par la consommation individuelle et collective des êtres humains. Et pourtant, dans cette trajectoire 2, il y a toutes les promesses qui ont été faites lors des conférences des partis
par les différents pays de la planète, c'est-à-dire que c'est peut-être même un peu optimiste par rapport à la réalité. Et donc la rupture historique dans la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre et donc dans l'usage des énergies gaz, charbon, pétrole qui est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques, aujourd'hui, elle n'est pas acquise. Alors très rapidement, parce que c'est pas le sujet de ma conférence, en quoi c'est dangereux le changement climatique qu'on est en train de provoquer. Il y a des tonnes de littérature là-dessus. Je vais juste vous donner quatre exemples. Le premier, c'est que ce changement climatique dont je vous ai dit qui se traduit par un changement dans la température moyenne de la planète, il va se traduire en termes concrets par une transformation des extrêmes du climat vers le chaud. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, par exemple, en France, le risque d'avoir un hiver très froid, comme en 56 ou 63, 64, il est très 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 bas. Il faudrait une configuration saisonnière d'hiver qui n'est plus dans l'air du temps du climat pour retrouver un hiver aussi froid et avec les dégâts qu'il a eu. En revanche, les extrêmes vers le chaud vont se multiplier et vont être beaucoup plus intenses. C'est assez logique, mais l'amplitude de ces extrêmes, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que les canicules qui aujourd'hui se traduisent par des températures météorologiques, pas réelles, parce que le réel, ça peut être bien plus, 42, 43, 44, 45 degrés, là on commence, je suis en train de parler des records, pour les mêmes situations météorologiques, dans 30-40 ans, on aura 50 degrés. 50 degrés au thermomètre météo, à l'abri du soleil et avec une bonne circulation d'air. Ça veut dire que dans les rues d'une ville où le béton va bien chauffer toute la journée, etc., on va dépasser les 50 degrés, c'est-à-dire qu'on va atteindre des températures qui seront très dangereuses pour les êtres humains, notamment les personnes fragiles, qui rendront un grand nombre d'activités quasi impossibles, parce que les activités physiques lourdes du genre on travaille dehors parce que on est en train de faire la voirie ou on est paysan sur son tracteur ou des choses comme ça, quand il fait plus de 50 degrés, ça devient impossible. L'été dernier, il y a eu une canicule en Inde terrible. Au bout d'un moment, le gouvernement a dit aux gens restez chez vous, ne travaillez plus. Oui, mais quand on est paysan et que c'est le moment des moissons, on fait quoi ? On récolte pas, et puis en plus, de toute manière, quand il y a eu plus de 50 degrés, la récolte, de toute manière, elle chute terriblement pour les céréales, notamment parce qu'on atteint les limites thermiques de nos plantes, et donc on va, par exemple, avoir des productions agricoles et donc des crises en termes d'alimentation qui seront provoquées par ces extrêmes. On a déjà eu des exemples en 2003 en France, en 2010 en Ukraine, en Russie, qui se sont traduits par une augmentation des prix du pain, en tout cas des produits à base de blé sur les marchés mondiaux, et ça peut se terminer très très mal dans des pays comme l'Égypte, par exemple, qui dépendent des importations pour nourrir en aliments de base leur population. C'est pareil pour les pluies. Moi, j'habite en Ardèche, donc de temps en temps, vous entendez parler à la télé des épisodes Cévenol, ces pluies diluviennes qui surviennent. Les spécialistes ont déjà mesuré que, par rapport à il y a 70 ans, les épisodes Cévenol, pour une même situation météorologique, ils sont 15 à 20% plus intenses, c'est-à-dire qu'il y a plus d'eau qui tombe. Et en fait, ça ne peut pas surprendre un physicien, parce qu'il connaît la loi dite de Clausius-Clapeyron, qui dit que quand un volume d'air se réchauffe de 1 degré, il peut contenir 7% de plus d'humidité. Et donc, au fur et à mesure que l'air se réchauffe, quand il y a un orage, dans ces situations-là, il y a plus d'eau qui tombe, et ça fait évidemment beaucoup plus de dégâts. Il y aura aussi plus de sécheresse agricole. Ça peut sembler bizarre parce que un air plus chaud, il y aura plus d'eau, etc. Mais ça, c'est une moyenne.
Mais une fois que l'eau est tombée, avec la température, elle s'évapore. Elle s'évapore du sol, elle s'évapore des végétaux avec l'évapotranspiration. Et donc, en fait, on peut avoir des pluies beaucoup plus diluviennes et simultanément des épisodes de sécheresse, de stress hydrique pour les récoltes. C'est absolument pas contradictoire. Bon, je vais aller plus vite sur les autres risques. Les méga-feux, c'est un schéma un peu compliqué qui vous montre que quand on a suffisamment réchauffé et asséché une forêt, on peut avoir des grands feux. Vous en avez entendu parler l'été dernier, notamment au Canada, en Californie, etc. Et les dangers que représentent ces méga-feux, c'est pas seulement qu'il y a des arbres qui partent en fumée. Je vous ai déjà parlé des chaleurs mortelles en ville, donc ça je ne redéveloppe pas, mais vous voyez que notamment dans les pays tropicaux, ça va devenir vraiment très 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 dur. Un petit peu plus de présentation sur le graphique qui vous présente la submersion marine du delta du Nil. J'aurais pu mettre le delta du Mississippi, le delta du Mékong, le delta du Niger. Tous les grands deltas du monde vont avoir ça, c'est-à-dire que c'est des côtes basses qui sont en général très fertiles, où il y a beaucoup de gens qui cultivent de la terre et qui ont des rendements agricoles importants. Or, des milliers de kilomètres carrés de ces espaces vont, d'ici la fin du siècle, passer sous le niveau marin. Pourquoi ? Parce que le niveau marin augmente en raison, d'une part, de la dilatation thermique de l'eau. L'eau se réchauffe. 90% de l'énergie supplémentaire acquise par la Terre avec l'intensification de l'effet de serre, en fait, se retrouve dans les océans. Et l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. Ça se voit pas dans une baignoire, mais à l'échelle du Pacifique ou de l'Atlantique, ça se voit. Et d'autre part, évidemment, l'augmentation de la température fait fondre les réserves de glace de la planète, que ce soit le glacier du Mont Blanc, si vous allez à Chamonix et que vous regardez les traces de la fonte de la mer de glace depuis un demi-siècle, vous allez être sidéré à quelle vitesse on a perdu des mètres et des mètres et des mètres de glace. Mais il y a aussi les calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique qui perdent aujourd'hui de la glace à la vitesse de plusieurs centaines de milliards de tonnes par an. Et évidemment, ça se termine en eau qui va dans l'océan et qui fait monter le niveau marin qu'on mesure avec une extrême précision depuis 1992 par des techniques satellitaires que je ne développe pas. Donc aujourd'hui, on peut dire que à la surface de notre planète, il y a environ 400 millions de personnes qui vivent sur des territoires qui sont menacés de submersion marine au moins une fois par an, et certains toute l'année. Et puis, comme c'est des territoires qui sont souvent cultivés de toute façon avant d'être submergés, ils seront salinisés et la culture il deviendra impossible. C'est déjà le cas, hein. Dans le delta du Mékong, au Vietnam, il y a des paysans qui ont dû arrêter de cultiver du riz parce que c'était devenu trop salé. Bon, et ils élèvent des crevettes maintenant. On peut sourire sur le fait que c'est une transformation qui n'est pas nécessairement catastrophique, mais en réalité, si ce mouvement va provoquer des migrations forcées de centaines de millions de personnes d'ici la fin du siècle. Où vont aller ces migrants? Dans quelles conditions vont-ils partir? Bon, je prends le cas des Égyptiens. Où est-ce qu'ils vont aller? Pas dans le sud de l'Égypte parce qu'il n'y a pas de place. Ils vont pas aller du côté de la Libye, c'est un désert. Ils vont pas aller encore plus au sud de l'Égypte, c'est le Soudan. Bon, c'est le bazar. Et de l'autre côté, c'est Israël. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, mais on pourrait très bien les voir arriver en masse en Europe par des moyens divers et variés. Et les migrations actuelles, à côté de ça, c'est de la petite bière. Alors, pourquoi cette apparente contradiction? En 92, il y a plus de 30 ans, tous les pays de la planète signent un traité international où on a bien identifié la cause du problème, le fait que c'est une menace qu'on doit écarter, la solution, et on regarde le résultat actuel, on a l'impression que ça a servi à rien.
Alors je ne prétends pas vous apporter l'explication définitive de ça, je vous donne mon opinion. Et je vous propose 6 pistes de réflexion pour expliquer cette apparente contradiction. Une alerte scientifique trop tardive, les limites et les ambiguïtés de la Convention climat, l'ignorance des populations, des dirigeants, les actions des climato-sceptiques, industriels fossiles, etc., des technologies qui ne seraient pas là. Et puis, dernière piste, le refus des politiques climatiques efficaces parce qu'elles signifient des changements sociopolitiques majeurs qu'on ne veut pas. Alors, d'abord, est-ce qu'on n'a pas su? Est-ce qu'on a su trop tard? La science du changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, elle puise ses sources dans des avancées scientifiques, on va dire, standards, qui ont eu lieu dès le milieu du XIXe siècle. Par exemple, là, vous avez à ma droite le portrait de M. Fourier. M. Fourier, il a compris que le climat de la Terre était en grande partie explicable par des gaz présents dans l'atmosphère et qui avaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de serre. Bon, mais Fourier, c'est un savant d'avant la physique quantique, etc., donc il connaît pas les photons, les rayons, tout ça. Donc il appelle ça une chaleur obscure. Mais il avait bien, entre guillemets, deviné. Après, il y a une dame, Eunice Newton-Foote, qui a identifié le gaz carbonique, le CO2, comme un de ces gaz à effet de serre. Et comme c'est une dame, elle n'a même pas eu le droit de présenter ça dans un congrès, donc elle n'existe pas dans les manuels. Et c'est un autre monsieur, avec les refléquettes, Tyndall, un Britannique, qui a donc identifié et convaincu tous ses collègues que le CO2 est un gaz à effet de serre. Vous allez peut-être être surpris, mais tout à gauche, là, il y a la photo d'un Suédois qui s'appelle Svante Arrhenius. C'est pas un inconnu, il est prix Nobel de chimie. En 1896, il publie un article où sur une seule page, il fait un petit calcul hyper simple qui peut s'exprimer ainsi: si je double la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, j'augmente la température moyenne de la planète de 5 degrés. 1896. Alors bon, le problème c'est que son modèle d'atmosphère, il est pas bon, et qu'il tombe sur un résultat étonnamment juste, un peu par hasard. Pas complètement, mais bon, c'est pas comme ça qu'on ferait la science aujourd'hui, de la physique de l'effet de serre. Et puis surtout, Svante Arrhenius, il trouve ça très bien. C'est logique. Il est suédois, et à l'époque, fin 19e, on vient de comprendre ces alternances d'air glaciaire et d'air chaude à l'échelle de la planète sur des centaines de milliers d'années. Et Arrhenius sait que quand il y a une ère glaciaire qui revient, il n'y a pas de Suédois. Il n'y a pas de Suédois parce qu'il n'y a pas de Suède, vu que la Suède, toute la péninsule scandinave disparaît sous 3 km d'épaisseur de glace. Et donc, lui, il trouve ça très bien qu'on réchauffe la planète pour éviter à la Suède de disparaître sous 3 km de glace à la prochaine ère glaciaire. Donc la science actuelle de l'effet de serre, elle démarre vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Avec d'abord un scientifique américain qui s'appelle Charles Keeling, qui décide de répondre à la question suivante: oui, mais au fait, il y a combien de gaz de CO2 dans l'atmosphère? Parce que le calcul fait par Arrhenius, il est fait sans savoir combien il y en a. C'est un calcul en relatif et pas en valeur absolue. Et à l'époque, en fait, on n'a pas de mesure correcte de la composition moyenne de l'atmosphère terrestre en CO2. Et Keeling met un capteur de CO2 au sommet du Mauna Loa dans l'île d'Hawaï. Donc c'est un volcan éteint. Pourquoi île d'Hawaï? Parce que du coup, il est en plein milieu du Pacifique et il est loin des pollutions industrielles, des émissions de CO2 par nos activités, les voitures, les usines, etc. Donc il va avoir accès à une mesure très représentative de la moyenne planétaire. Donc ça démarre en 1957-58. Il met ça en 58. Et depuis, il y a la fameuse courbe de Keeling. Donc ça, c'est la courbe de quantité de CO2 dans l'atmosphère à cet endroit-là. Pour l'actualité, Donald Trump
vient de donner l'ordre à la NASA de fermer cet observatoire. Cette courbe, au bout de quelques années, Keeling peut dire à tous ses collègues, vous voyez, on avait une théorie. La théorie, c'était que, à force de brûler du gaz, du charbon, du pétrole, on va modifier l'équilibre chimique de l'atmosphère, on va augmenter la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Autrement dit, il y a une partie au moins du CO2 qu'on émet qui va s'y accumuler, qui va y rester. Ça n'est plus une théorie, c'est une observation. À partir de 58. Cette courbe, aujourd'hui, on l'a dans tous les manuels, on fait des mesures un peu partout sur la planète. Il n'y a absolument aucun doute à avoir sur ce résultat. Il y a un océanographe qui se demande si tout ça ne va pas aller disparaître dans les océans. Il fait des calculs et il répond non, les océans ne vont pas résoudre le problème. Et puis, je vous ai mis une image de satellite, c'est l'époque où on commence à envoyer des satellites autour de la Terre pour observer le climat de la Terre. Et donc maintenant, on a des moyens qui nous permettent de monitorer le climat de la Terre avec très grande précision. Donc, dans les années 60, on a le premier élément du puzzle. On sait qu'on augmente la quantité de gaz à effet de serre, de CO2 essentiellement, dans l'atmosphère. Du coup, les scientifiques font des calculs. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Et donc, dans les années 70, ils font des calculs, d'abord si je puis dire, à la main, puis ensuite ils font des modèles mathématiques de climat, ils les font tourner sur des ordinateurs, un peu comme pour la prévision météo, mais sur 100 ans, donc c'est beaucoup plus grossier, et puis ce qu'on cherche c'est des moyennes, c'est pas des prévisions météorologiques à quelques heures ou à quelques jours. Et donc, dans les années 70 et les années 80, ça devient de plus en plus clair que au rythme où on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on va provoquer un changement climatique majeur et rapide. Et en 1979, il y a un rapport de l'Académie des sciences américaines, dit rapport Charny, qui est remis à la Maison-Blanche, et qui dit on ne voit pas comment les modèles mathématiques qu'on a utilisés pour faire ces simulations numériques pourraient se tromper. Parce qu'ils sont fondés sur de la physique qu'on connaît bien en laboratoire, qu'on a vérifié. Et donc, le rapport ne dit que ça d'ailleurs, il dit rien sur les risques qu'il faut faire, etc. Mais il dit ça, les modèles mathématiques qui sont utilisés pour les simulations numériques, on y croit vraiment. Oui, mais il y a quand même un peu que les spécialistes des simulations numériques du climat qui y croient vraiment, parce que c'est comme tout en science, quand on ne fait pas soi-même, on voudrait bien être convaincu par autre chose que par des calculs théoriques. Et du coup, en 1987, il y a quand même une petite bombe qui explose, c'est que les équipes françaises dirigées par Jean Jouzel et Claude Lorius, ayant récupéré des morceaux de glace de l'Antarctique forés par des chercheurs soviétiques à la station Vostok, peuvent pour la première fois reconstituer la courbe des teneurs de l'atmosphère en CO2 et en méthane, qui est un autre gaz à effet de serre très important, sur 150 000 ans. Et l'intérêt de 150 000 ans, c'est que ça permet de couvrir notre climat chaud, le climat glaciaire d'avant, le climat chaud d'avant et le début du climat glaciaire d'avant, donc d'étudier les bornes naturelles de l'évolution du CO2 et du méthane dans l'atmosphère dans l'oscillation glaciaire interglaciaire qu'on connaît depuis à peu près 2 millions d'années. Et ces bornes naturelles, c'est très simple. Quand il fait froid, il y a 200 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Quand il fait chaud, il y a 300 parties par million. Et aujourd'hui, on est déjà à presque de 420 parties par million. En 1958, on était déjà à 315. C'est-à-dire qu'ils ont apporté, la preuve que dans le passé, les changements de composition en gaz à effet de serre de l'atmosphère ont contribué aux évolutions climatiques naturelles. Ils ont trouvé des bornes naturelles de ces changements, ce qui permettait de vérifier qu'on avait explosé ces bornes. Et donc ça a joué un rôle très important dans la prise de conscience du monde scientifique en général, et pas seulement des spécialistes des modélisations numériques du climat, que oui, c'est bien ce qu'on était en train de faire, changer le climat de la planète. Maintenant, ces bornes, on les connaît,
par observation sur les 800 000 dernières années grâce à des carottages réalisés en Antarctique à la station franco-italienne qui s'appelle Concordia, qui est en plein milieu de l'Antarctique, et où on a creusé la calotte polaire jusqu'au sol rocheux sur un peu plus de 3 km d'épaisseur, et il y a toujours les mêmes bornes naturelles sur 800 000 ans. Donc du coup, le changement climatique, disait un jour en rigolant Jean Jouzel, c'est simple. Toute l'énergie de notre climat vient du Soleil. L'énergie qui vient de centre de la Terre, vous pouvez la négliger, c'est moins de 1% du total. Donc tout vient du Soleil. Mais le Soleil nous éclaire continuellement. Donc il nous envoie de l'énergie continuellement. Si cette énergie ne repartait pas vers l'espace, la planète se réchaufferait continuellement. Donc pour avoir un climat stable, il faut que sur une durée relativement longue, la Terre renvoie vers l'espace autant d'énergie qu'elle en reçoit. Si elle en renvoie plus, alors elle se refroidit. Et si elle en renvoie moins, alors elle se réchauffe. Donc c'est pas compliqué sur le principe. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre toute la physique, des rayonnements, etc., par lesquels la planète se refroidit, comme une sorte de radiateur. Mais dans cette affaire, ce qui compte, c'est que la manière dont la Terre se refroidit, c'est qu'elle renvoie des rayons infrarouges vers l'espace qui portent cette énergie, cette chaleur. Or, un gaz à effet de serre, c'est tout simplement une molécule qui, lorsqu'elle est frappée par un rayon infrarouge, elle vibre, elle bouge au niveau microscopique. La chaleur, c'est du mouvement, et c'est comme ça que fonctionne l'effet de serre de la planète. C'est le fait que les rayons infrarouges que la Terre renvoie vers l'espace pour compenser l'énergie solaire reçue en permanence se heurtent à des molécules qui sont sensibles à cette longueur d'onde et qu'on appelle des molécules à effet de serre. Et donc, très simplement, en première approche, plus il y en a dans l'atmosphère, et plus ces molécules vont contribuer au réchauffement de la planète avant que, in fine, le photon infrarouge s'échappe dans l'espace. Est-ce qu'on l'a su assez tôt, ça? Ok, en 1958, on ne le savait pas, en tout cas, avait pas assez de certitude pour en tirer une conclusion macropolitique, politique, économique sur l'usage de l'énergie fossile. Mais ce qui est clair, c'est qu'en 1990, on a l'information. En 1990, c'est d'ailleurs le premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le GIEC, il a été créé en 1988 par l'Assemblée générale de l'ONU, à la demande des 7 pays les plus riches de l'époque. Et c'est pas un hasard si c'est juste l'année d'après les découvertes de Jean Jouzel et Claude Lorius. Ce premier rapport, il fait à peu près 900 pages. Il est organisé un peu comme les rapports actuels. Premier groupe, comment fonctionne le climat. Deuxième groupe, c'est quoi les risques. Troisième groupe, que faire. Et il répond oui à la question posée, mais c'était quoi la question? La question, c'était pas est-ce que ça va chauffer? Parce qu'en fait, ça, on le savait déjà depuis au moins une quinzaine d'années. C'était est-ce que les risques de ce changement climatique sont plus importants que les risques éventuels d'une politique visant à se priver volontairement du gaz, du charbon et du pétrole. Et là, l'humanité se partage en 2 catégories. Première catégorie, les riches, qui rajoutent in petto, avec lesquels, énergie fossile, avec lesquels on s'est bien développé, qu'on est devenu riche et qu'on a bien exploité les pauvres dans le monde, et les pauvres qui rajoutent in petto, avec lesquels on aimerait bien ne plus être pauvre. Parce que, évidemment, il y a une relation depuis le 19e siècle, le développement des machines à vapeur, entre la quantité d'énergie dont vous disposez et vos conditions concrètes de vie. Je vais y revenir. Donc on avait l'information en 90.
Et c'est pour ça qu'il y a la Convention climat de l'ONU qui est signée en 1992. Est-ce que cette convention, telle qu'elle a été rédigée à l'époque, d'une certaine manière, suffisait pour régler le problème? Alors, au début, je vous ai dit, on a l'impression que oui, puisque ils ont identifié la cause du problème, l'ampleur des conséquences, et que faire? Pas tant que ça, parce que il y a un truc qui a été très peu relevé par mes collègues. Dans la Convention climat de l'ONU, dans le texte, il y a une seule chose qui est qualifiée de prioritaire. Et cette chose, ce n'est pas la politique pour éviter le changement climatique qui menace. Cette chose, c'est la croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté. Et vous comprenez bien que les pays pauvres de l'époque n'auraient jamais signé cette convention si ce n'était pas ça qui avait été écrit dedans. Ce qui est écrit dans cette convention, c'est que la lutte contre la pauvreté est un objectif prioritaire par rapport à la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a une contradiction? Vous avez sous les yeux un truc que vous pouvez trouver sur Internet très facilement sur ce site. C'est une vision un peu long terme de la richesse et de la pauvreté des êtres humains. La Banque mondiale a une définition de l'extrême pauvreté qui est très simple. En gros, si vous avez moins de, j'arrondis les chiffres, 2 euros par jour, constant pour les calculs sur la grande durée, si vous avez moins de 2 euros par jour, vous êtes un extrême pauvre. C'est vrai qu'avec 2 euros par jour, vous ne faites pas grand-chose. À la fin au 19e siècle, 90% de la population mondiale est extrême pauvre, suivant cette définition. Et ce que vous voyez, c'est que au fur et à mesure qu'on progresse, après notamment 1950 au XXe siècle, la population mondiale croît énormément, et deux, le nombre et le pourcentage d'extrêmes pauvres continue en volume à croître, mais en pourcentage à diminuer, jusque pratiquement la fin des années 80. Et puis après, il y a une décroissance historique du nombre et d'extrêmes pauvres dans le monde, et cette décroissance est encore plus spectaculaire en proportion. En gros, au moment du premier rapport du GIEC, en 1990, pratiquement un gros tiers de la population mondiale est qualifié d'extrême pauvre, sur 5 milliards 300 millions d'êtres humains à l'époque à peu près. Aujourd'hui, on est descendu à moins de 10% des 8 milliards d'êtres humains. Et quand on regarde où cette quasi-disparition, dans certains endroits, de l'extrême pauvreté a eu lieu, ce que ce graphique vous montre, c'est que c'est très clairement en Asie, et évidemment donc en Chine, que cette évolution spectaculaire a eu lieu, alors que par exemple en Afrique subsaharienne, il y a certes une baisse en proportion de la population mondiale, mais vous voyez qu'en valeur absolue, en nombre d'extrêmes pauvres, ça évolue pas tellement. Est-ce que ça a un rapport direct avec l'énergie fossile et le climat? Je vous donne juste un exemple, mais je pourrais vous en donner 10, 15, en prenant le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, la Turquie, le Bangladesh, c'est tout pareil. Je vous prends le plus gros exemple, la Chine. Oui, sur cette période, de 90 à aujourd'hui, les émissions de CO2 par Chinois sont passées de environ 2 tonnes par an à 8 tonnes par an, une multiplication par 4. Et donc la disparition en Chine, la quasi-disparition de ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, en fait, a été réalisée grâce ou à cause, comme vous voulez, cette augmentation considérable de l'usage. Je vous donne juste un exemple, mais je pourrais vous en donner 10, 15, en prenant le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, la Turquie, le Bangladesh, c'est tout pareil. Je vous prends le plus gros exemple, la Chine. Oui, sur cette période, de 90 à aujourd'hui, les émissions de CO2 par Chinois sont passées de environ 2 tonnes par an à 8 tonnes par an,
une multiplication par 4. Et donc la disparition en Chine, la quasi-disparition de ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, en fait, a été réalisée grâce ou à cause, comme vous voulez, à cette augmentation considérable de l'usage, les conditions de vie de milliards d'êtres humains. Troisième piste, est-ce que, on le savait au sens où le GIEC le savait, ou les spécialistes le savaient, mais est-ce que les gens, est-ce que les citoyens, est-ce que les populations savent? Il y a un gros problème. Ce que ce graphique vous montre, qui est tiré d'une publication annuelle de l'ADEME, notre agence là pour l'économie d'énergie, tout ça. En gros, depuis un quart de siècle, c'est fait chaque année, il y a toujours autour d'un tiers des Français qui y croient pas du tout, qui disent cette affaire d'effet de serre, de changement climatique, c'est juste une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne seraient même pas tous d'accord. Alors je ne sais pas où ils ont tiré cette idée que les scientifiques ne seraient pas tous d'accord, parce que si, on lit des rapports du GIEC qui sont tous d'accord, à part quelques individus qui ne représentent rien par eux-mêmes. Mais vous aurez remarqué, pour ceux qui s'en rappellent un peu, donc pas les plus jeunes, que le pic de doute de l'opinion française là-dessus, sur les 25 dernières années, c'est en 2010, avec 45% des Français qui disent « Oh, on n'y croit pas », c'est-à-dire au moment où Claude Allègre, Vincent Courtillot, etc. font une grande campagne climato-sceptique avec le soutien de journaux comme Le Point, de Pujadas à la télévision à France 2, etc., etc. Ce qui prouve que quand on raconte avec suffisamment d'aplomb et de relais médiatiques des mensonges à une population, on peut au moins temporairement les convaincre. Donc il y a quand même un problème de compréhension. C'est pas original parce que il y a de la science et de la technique, je vous en ai parlé un tout petit peu avec mon histoire de comment ça fonctionne, l'effet de serre, etc., de la température moyenne planétaire. Tout ce qui est science et technologie, c'est en général peu connu de absolument tout le monde. Alors là, je joue pas du tout le condescendant qui explique que lui il sait et que vous savez pas. Je vais vous le faire dans un... Bon, d'abord, je peux vous dire que moi, j'ignore la majorité des connaissances enseignées en première année d'université et grande école d'ingénieurs, mais ce dont je suis sûr, c'est que tout le monde est comme moi. Parce que si je prends notre dernier prix Nobel de physique, Alain Aspect, qui est super balèze en physique atomique, que je le mets là et que je lui dis « Alain, tu vas me prendre une copie et tu as 2 heures pour me décrire le fonctionnement écosystémique d'une forêt tropicale », il va me répondre « Sylvestre, je n'y connais absolument rien. » Parce que moi je fais de la physique, et donc c'est normal qu'on ait une sorte d'ignorance massive des connaissances scientifiques établies, parce qu'il y en a tellement que personne ne peut les maîtriser, même les gens qui ont un prix Nobel. L'ignorance des dirigeants, en revanche, c'est beaucoup moins crédible, parce que quand ils veulent savoir quelque chose, ils demandent à des têtes bien faites de leur faire une petite fiche, et ils ont l'information, sous une forme qui est digérable par eux. Je vous en ai mis des différents, là. Ils sont pas ignorants. Alors pourquoi ils ont pas fait la politique qu'il fallait faire, j'y reviendrai après. Quatrième piste, il y a quand même des forces économiques, politiques, financières, etc., qui se sont battues pour que les populations ne veulent pas faire des politiques climatiques efficaces. Et évidemment, parmi ces acteurs, il y a les gens qui sont intéressés financièrement, économiquement, géopolitiquement à l'usage massif du pétrole, du gaz et du charbon. Et on sait très bien que, par exemple, les pétroliers américains ont dépensé des centaines de millions de dollars dans des campagnes climato-sceptiques pour duper les gens, les tromper, etc. Mais bon, je pose la question, est-ce que Poutine est vraiment influencé par le type qui met à la tête de Gazprom? Non, ils sont d'accord entre eux. Ok, on aurait bien voulu, mais en fait, on ne pouvait pas. On n'avait pas les technologies pour remplacer gaz, charbon, pétrole dans nos manières de vie, et ça aurait été une régression terrible. C'est pas complètement faux, mais franchement, c'est très loin d'être vrai.
Bon, je ne vais pas développer, mais je vous prends un exemple hyper simple. En 90, il y a le rapport du GIEC. En 92, on signe la Convention climat. Qu'est-ce qui a empêché les pays de l'Union européenne et l'Union européenne, en 1992, de décider qu'on allait construire un réseau de trains à grande vitesse à l'échelle de l'Europe et que, du coup, ça nous permettrait petit à petit de supprimer les vols d'avions court-courrier en Europe? Qu'est-ce qui nous a empêché de faire ça? Rien. On avait la technologie. C'est juste parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Pareil pour l'agriculture. On aurait très bien pu décider en 92, bon, en 93 pour prendre le temps de décider, de réorienter nos productions agricoles pour qu'on ait un système agricole qui soit moins émetteur de gaz à effet de serre et même qui stocke du carbone dans le sol, etc. Les technologies pour faire ça, on les a. Et on les avait à l'époque. En revanche, il aurait fallu revoir de fond en comble notre vision des marchés agricoles et de l'alimentation des gens. Mais c'est pas, il nous manquait pas les technologies. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, mais on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Alors, la fin de mon exposé suppose que je vous parle de ce fameux groupe 3 du GIEC. Donc, groupe 3 du GIEC, il répond à la question que faire. Il s'occupe d'économie, de ressources naturelles, de technologie, de gouvernance, etc. Et il nous dit l'état de l'art, des connaissances, des économistes, des politistes, des ingénieurs, etc. sur le sujet. Comme pour les autres groupes de travail du GIEC, ils travaillent très bien, et ils mobilisent en réalité plusieurs milliers de scientifiques, pas seulement les centaines d'auteurs principaux. Ils ont évalué 18 000 publications dans leur dernier rapport, qui fait 3000 pages. Qu'est-ce qu'on y lit? On y lit que pour, entre guillemets, résoudre le problème, atteindre l'objectif climatique de la Convention climat, la première chose à faire, notamment sur le moyen long terme, c'est réduire la demande de biens, de services, de transports, etc., qui utilisent des énergies fossiles. Réduire la demande, ça veut dire c'est ce qu'on appelle la sobriété. C'est-à-dire faire le choix de ne pas avoir une consommation ou un système de transport ou un mode de chauffage, etc., qui serait très émetteur de gaz à effet de serre. Évidemment, pour avoir ce choix, il faut avoir des moyens, donc ça concerne les gens qui ont de l'argent. Mais comme dans leur idée des économistes, à la fin du siècle, le monde entier sera développé, en réalité, ça concerne tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de la technique. Il faut remplacer gaz, charbon, pétrole par une autre énergie qu'on appelle bas carbone. Et là, c'est pas très compliqué. Il n'y en a que deux sortes. Il y a les énergies qui utilisent les flux naturels, solaire, éolien, marée, géothermie, tout ce que vous voudrez, et l'uranium, le nucléaire, dont quand on casse de l'uranium et qu'on fait de l'énergie avec, ça émet pas de gaz à effet de serre. Et puis il y a un complément, c'est travailler sur les puits naturels de pétrole, de carbone, qui stockent du carbone dans les sols, les forêts, voire les océans, donc la question de pêche notamment, pour qu'ils fonctionnent le mieux possible. Alors cette affaire de sobriété, elle est fondamentale. Parce que quand les gens du GIEC examinent toutes les publications scientifiques qui étudient les différents scénarios possibles pour atteindre l'objectif des pas plus de 2 degrés, ils se rendent compte que, dans le meilleur ou le pire des cas, comme vous voulez, 40% du boulot à faire par rapport à un business as usual, c'est de la sobriété, et ça peut monter jusqu'à 70% dans ces scénarios. Comment faire en sorte que cette sobriété un peu généralisée soit au rendez-vous? Je prends un exemple qui est donné par le GIEC. Si on continue de noyer la population humaine sous un tsunami de publicité commerciale, c'est mort. C'est mort parce que la publicité commerciale induit des comportements de consommation totalement contraires aux objectifs de sobriété. Donc je peux résumer ça d'une formule: si vous voulez atteindre les objectifs climatiques, il faut supprimer la publicité commerciale.
vous voyez que là, on rentre dans le dur. Parce que nos dirigeants, ils ont fait HEC et ils ont appris à la grande école que le truc fondamental pour l'économie, c'est la publicité et le marketing. Il faut de l'énergie bas carbone. Il faut de l'énergie. Je ne vais pas être gentil là. Parfois, j'ai des discussions avec des jeunes qui sont un peu enthousiastes et tout. Oui, il faut qu'on consomme moins, Ok. En général, je les calme comme ça. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence de mortalité maternelle, c'est-à-dire les femmes qui meurent en accouchant, entre la France et le Niger? En général, ils ne savent pas. Et quand je leur donne les chiffres, ça les refroidit. Bah oui, quand vous n'avez pas d'électricité, c'est le cas au Niger, dans les zones rurales, tout ça, il n'y a tout simplement pas d'électricité, et que vous accouchez dans un endroit où il n'y a pas de frigo, pas de médicaments qu'on peut garder au frigo, etc., en plus qu'il n'y a pas de médecin, etc., eh bien, la mortalité en couche, c'est 400, 500 fois plus qu'en France. Donc non, on ne peut pas dire sans limite, on n'a qu'à avoir moins. Il faut des minima. Et donc, il nous faut de l'énergie. N'oubliez pas qu'on vit sur une planète où il y a encore 800 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité chez elles, et puis il y a 4 milliards d'êtres humains, ils ont de l'électricité de temps en temps. Donc le rapport dit il faut éliminer le charbon de la production d'électricité, il faut utiliser à fond les sources bas carbone qu'on a à disposition, et on sait le faire. Je vais aller plus vite là, il faut qu'on décarbone l'industrie, etc. Il faut décarboner les transports, les villes, donc il faut arrêter avec les bagnoles thermiques, rapidement dans les pays les plus riches. Il faut isoler les bâtiments pour dépenser le moins d'énergie possible dans le contrôle thermique, etc. Et puis, ça c'est important, et c'était noté dans le rapport de 1990 du GIEC, donc c'est pas une découverte. Si on veut que ça soit efficace, il faut que ça soit à l'échelle planétaire, et donc il faut que les pays pauvres accèdent à ces technologies bas carbone, et ils ne pourront pas le faire sur une base marchande. Il faut une aide, un transfert de technologie, avec les machines et aussi la connaissance. Il faut former des milliards de gens pour faire fonctionner les machines bas carbone. Ça, c'est un point clé et qu'on sait depuis 1990. C'est pas une découverte récente. Je passe sur la seule agriculture alimentation, c'est très important, et là aussi on sait ce qu'il faut faire. Alors, le problème de tout ça, c'est que on vit sur une planète profondément inégalitaire vis-à-vis des causes et des conséquences des changements climatiques. Là, vous avez un petit graphique qui vous rappelle que l'habitant moyen d'Amérique du Nord, il titille les 20 tonnes par an de CO2 équivalent par tête, alors que en Afrique, en Asie, on est beaucoup plus bas. Là, on vous donne une moyenne qui est environ 3 tonnes en Afrique, mais attention, il y a l'Afrique du Sud et le Maghreb. Si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, au Niger, vous allez être à moins de 1 tonne par habitant et par an. Et ces inégalités, elles structurent les émissions, qui émet combien, et elles structurent le rapport à la sobriété. Et là, il faut faire attention à parfois un petit discours un peu trop militant. On dit oui, il n'y a que les riches qui sont responsables des émissions. Alors, il faut faire attention parce que le gros camembert en haut, là, qui fait presque la moitié des émissions mondiales, et qui, pourtant, ne regroupe que 10% de la population mondiale. Alors, on va se dire 10%, c'est pas beaucoup. 10% de 8 milliards, c'est 800 millions de personnes. Donc là, ce camembert, les 800 millions de personnes, c'est pas les milliardaires. Les milliardaires sont dedans, évidemment, et chaque milliardaire, il y émet énormément plus que chacun d'entre vous. Mais ils sont pas nombreux. Et donc, quand on dit qu'il faut une politique qui permette, par de la sobriété des plus gros émetteurs, d'avoir des baisses significatives des émissions de gaz à effet de serre, on parle de plusieurs centaines de millions de personnes
les classes moyennes, on va dire, des pays riches, anciennement industrialisés, et des pays émergents. Mais ce qui est important là-dedans, surtout, c'est qu'il n'y a aucune chance de voir les gens du camembert du milieu, donc les 3,5 milliards de personnes, accepter, vouloir des comportements individuels et collectifs de sobriété, tant qu'ils auront sous les yeux la consommation pas seulement des 10% de la population mondiale riche, donc nous, mais aussi évidemment des super riches dans leur pays comme à l'échelle internationale. Quant à la moitié inférieure, ils ne sont pas sobres, ils sont pauvres. Et eux encore, il faut. Ça veut dire quoi? Je vais juste un exemple. Si vous êtes un paysan sénégalais, un maraîcher, vous êtes dans la banlieue de Dakar, vous cultivez des légumes, des tomates, des trucs comme ça, et vous voulez les vendre sur le marché à Dakar, le seul moyen technique que j'ai à proposer à une telle personne pour transporter correctement ces légumes, c'est une camionnette, donc à pétrole, et donc dans un temps qu'on ne peut pas mesurer précisément, il y a encore nécessité pour ces populations les plus pauvres d'avoir accès à des techniques qui utilisent gaz, charbon, pétrole, et c'est pour ça qu'il faut que dans les pays riches on fasse les efforts. Je reviens sur la Convention climat de 92 et sur le rapport de 90 du GIEC. Dans le rapport de 90 du GIEC, il est écrit les pays riches doivent commencer immédiatement à diminuer leurs émissions parce que on doit souhaiter que les plus pauvres augmentent les leurs pour être moins pauvres. Et c'est quasiment écrit comme ça dans la Convention. Donc c'est pas un problème qui est soulevé maintenant par Sylvestre Huet. C'est un problème qui a été identifié dès le début. Ça, c'est un graphique qui montre qu'à l'échelle d'un pays comme la France, on a la même structure. C'est-à-dire que entre la moitié de la population française et puis les 20% les plus riches, avec une courbe comme ça, on voit bien que les émissions par personne sont très différentes. Beaucoup plus élevées c'est des moyennes théoriques, parce que après quelqu'un qui vit dans un petit village et qui est obligé de faire toutes ses courses en voiture, il va peut-être émettre plus que ce qui est marqué là, mais ça revient. Le message qui est derrière, c'est que dès lors qu'une politique climatique est perçue par, on va dire les 80%, comme injuste, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas plus d'efforts aux plus riches qu'aux autres, elle ne sera pas acceptée. Et ça, c'est pas un discours politique, ça, c'est un résultat de sociologie, d'économie, qui est écrit dans le rapport du GIEC, et donc qui est signé par tout le monde, par tous les économistes, même ceux qui sont pour cette structure sociale, parce qu'ils pensent que ça va ruisseler, etc., etc. Mais ils ne peuvent pas dire le contraire de ce qui est écrit dans le rapport du GIEC à ce sujet, parce que ça, c'est un résultat scientifiquement prouvé. Et donc, dernière piste, une manif, c'est marqué « Changeons le système par le climat ». Ok. Mais c'est quoi le système? Parce qu'il y a une version courante, en fait, qui est de plus en plus exprimée et qu'on trouve d'ailleurs dans le rapport du GIEC, qui dit que le système capitaliste, c'est la croissance sans limite et puis les inégalités entre riches et pauvres. C'est pas faux. C'est pas faux, mais structure de base du capitalisme, c'est pas ça. La structure de base du capitalisme, c'est que le capital productif, marchand, financier, il est propriété privée et pas collective et pas publique. C'est ça qui définit le système capitaliste. Et évidemment, c'est ça qui induit des critères de gestion de ces entreprises privées, notamment des plus grandes, qui priorisent le rendement financier maximal et rapide sur tout autre objectif, comme par exemple un objectif de l'humanité tout entière d'éviter un changement climatique dangereux. Et évidemment, toutes les idéologies qui sont associées à ça, consumérisme, la publicité, les inégalités, spécialisation des territoires, etc., en fait, viennent de ça. Qu'est-ce qu'on dit le GIEC? C'est intéressant. Est-ce que le GIEC dit la même chose que ce que je viens de dire là? Ben non. Si vous faites une étude lexicographique du rapport du groupe 3 du GIEC,
vous allez trouver 17 fois le mot capitalisme, mais c'est toujours dans des références d'articles ou de chapitres de bouquins. Ça n'est jamais dans le corps du texte. Donc il n'y a pas d'analyse du système socio-économique dans le rapport du GIEC. Il y a des choses sur la publicité, il y a des choses sur les inégalités sociales, les barrières à l'investissement, etc. Mais pas d'analyse sur en fait comment les super riches deviennent super riches, par exemple. Or, ce que dit bien le GIEC, c'est que il faut une grande transformation de toutes nos manières de vivre si on veut atteindre les objectifs climatiques. C'est un schéma sur lequel je ne développe pas, mais c'est l'idée que c'est une transformation historique sans précédent, c'est pas un petit changement à la marge. Il y a une autre manière de présenter ça, c'est un graphique un peu conceptuel, on va dire, mais ce que ce graphique vous dit, c'est que pour atteindre les objectifs climatiques, il faut que l'humanité soit là. C'est-à-dire avec des conditions de vie décentes pour tous. C'est assez amusant, ça peut être un slogan de revendication, conditions décentes pour tous. Mais l'évolution des idées a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'obligation d'écrire ça dans n'importe quel document international, notamment dans les traités internationaux. Personne n'ose dire, parmi les dirigeants politiques, qu'il ne veut pas que tous les êtres humains aient des conditions de vie décentes. Alors après, c'est juste dire, c'est pas faire. Mais en tout cas, on se base sur ça. Et ce que ce graphique vous dit, c'est que pour avoir des conditions de vie décentes pour tous et l'atteinte des objectifs climatiques, il faut que tous les pays du monde se retrouvent en bas à droite par rapport à des émissions de gaz à effet de serre par tête de pipe. Et vous voyez bien que ce que ça signifie, notamment pour les pays développés, c'est des divisions par 4, 5, 6, 7 de leurs émissions actuelles par tête. Et ça signifie que les pays les plus pauvres progressent sur l'axe horizontal vers des conditions de vie décentes sans passer par l'État, par exemple de l'Amérique du Nord ou même de l'Eurasie en termes d'émissions par tête. Est-ce que c'est possible de faire cette grande bifurcation et de relever ce défi du siècle à l'échelle planétaire sans des changements de société de nature révolutionnaire? Alors ce qui est clair, c'est que le groupe 3 du GIEC ne répondra pas à cette question. Il n'y répondra pas parce qu'ils vous disent ce qu'il y a dans la littérature scientifique, en sciences économiques du monde, sur ce sujet-là, il n'y a absolument pas de consensus. Oui, il y a des économistes, ça existe, qui disent que oui, il faut des changements révolutionnaires. Ils ne sont pas très nombreux et ils ont le pouvoir à peu près nulle part. Donc du coup, le rapport 3 du GIEC ne va pas répondre à cette question. Je m'arrête sur cette formule. Si les politiques économiques et sociales qui permettraient d'éviter ce changement climatique dangereux se situent en dehors des modèles dominants, ils ne seront pas dans le rapport du GIEC qui propose un consensus d'experts. Et donc, ça peut paraître l'objet de débats politiques entre citoyens avec leurs élus. La réponse à cette question que je vous pose en conclusion. Merci de votre écoute. On a un peu de temps pour discuter maintenant.